en fait, c'est une population extrêmement diverse. Et là, je vous brosse à grands traits les choses, mais en fait, on est dans une diversité énorme. Et je crois qu'au final, le rôle des médias est à mettre en accusation sur pas mal de choses, mais sur celui-là, je crois que c'est avant tout l'impossibilité pour les médias de représenter un mouvement sociologique, de représenter la majorité. On va se focaliser sur la banlieue qui brûle, pas sur la banlieue qui ne brûle pas. Et alors même que le maire de j'ai un trou. Voilà, le maire de Clichy-sous-Bois, Claude Dillin, disait j'ai 35 km de voirie à Clichy. Il y a des problèmes sur 4 km, il y a des voitures qui brûlent sur 4 km. Donc arrêtez de dire que ma commune est à feu et à sang. Vous voyez, et c'est tout le problème. On regardera où ça brûle, on ne regarde pas là où c'est noir et où tout se passe correctement. On voit les jeunes qui brûlent, on ne voit pas ceux qui restent chez eux à préparer leur bac. Est-ce que la question n'est pas également polluée? Je suis M. Vallée, directeur des hôpitaux de Marseille. Est-ce que la question n'est pas aussi polluée par l'espèce de fantasme général sur l'immigration clandestine? Alors juste pour vous donner aussi quelques informations, ça ne vous repartira pas à vide. Dans les hôpitaux de Marseille, on accueille évidemment tout le monde, comme tous les hôpitaux. Et le chiffre des soins urgents délivrés à des étrangers résidant en France de manière irrégulière et non bénéficiaires de l'aide médicale d'État, c'est la circulaire qui le précise. Pour Marseille, en 2006, c'est 75 dossiers. Et on a accueilli 200 000 hospitalisés à Marseille. Alors, pour donner une comparaison, en 2004, on avait 53 dossiers. Donc, on peut estimer effectivement qu'il y a une grosse augmentation. Pour un montant aussi qui avoisine de 900 000 euros. 996 410. Le budget de la paix de Marseille, c'est 1 milliard d'euros. Donc, c'est pour vous dire que le fantasme de l'étranger qui vient se faire soigner gratos, il est quand même très, très, très relatif. Et puisque je parle de Marseille, c'est vrai que le maire de Marseille est toujours en train de se réjouir, à juste titre, je crois d'ailleurs, du fait que, hormis l'histoire de Mama Galédou, qui a été extrêmement un épiphénomène, même si cette brave fille, qui est d'ailleurs sortie guérie, qui est sortie de l'hôpital maintenant, c'est vrai qu'on a beaucoup moins de voitures qui brûlent et une histoire d'accueil et de tradition qui finalement est tout à fait, pour une fois, à l'honneur de la ville. Je crois que je suis assez d'accord. Il y a une confusion terrible entre immigration clandestine, immigrés et enfants de l'immigration. Et je vais y revenir maintenant parce que c'est là où se pose réellement le problème. C'est-à-dire que, en gros, pour un certain nombre de nos concitoyens, on est immigré de père en fils. Vous serez petit enfant d'immigré, vous serez encore considéré comme un arabe. Vous serez encore considéré comme l'immigré qui arrive dans les années 60, qui va faire le petit boulot, qui va pas s'intégrer, qui n'a qu'une envie, c'est repartir, etc. Et en fait, c'est une des vraies spécificités et un des vrais problèmes pour l'immigration d'origine maghrébine et africaine. C'est que, vous voyez, chaque vague migratoire, en France comme aux États-Unis, a subi des préjugés au moment de son arrivée. Chacune. On a tendance à l'oublier. On va dire que les Italiens, c'était pas pareil, tout se passait bien, les Polonais pareil. On disait pas communautarisme au moment où les Polonais sont arrivés avant la Première Guerre mondiale. Et pourtant, quand on regarde à l'époque, vous aviez un certain nombre de dénonciations des Polonais parce qu'ils restaient entre eux, de dénonciations même religieuses. Ils sont catholiques. Mais on les accusait de venir avec leurs propres prêtres, donc de ne pas avoir la même religion exactement. Je ne parlerai pas non plus des Italiens qui se sont fait pourchasser, voire parfois ont été lynchés au début du siècle et encore dans les années 30. Donc vous voyez, chaque vague migratoire a vu des préjugés très forts. Le Rital à l'époque, c'était pas une chanson, quoi. C'était vraiment dur. C'était vraiment très très dur.
Oui. Oui, Théodore de Neuilly-sur-Marne. La question que je me pose en vous écoutant, c'est que les catholiques, moi j'ai travaillé dans le Nord il y a une trentaine d'années, il restait une stigmatisation des Polonais, mais par contre on les posait pas comme des catholiques, et on ne faisait pas des enquêtes d'opinion sur. Alors, il y a une étude de l'INSEE qui est sortie il y a 4-5 ans qui reprenait, selon un certain nombre de critères, l'intégration, qui montrait que, quelle que soit l'immigration, il y avait une intégration qui se faisait finalement assez rapidement, avec des taux de réussite scolaire, avec des professionnalisations réussies à peu près de façon identique, suivant que l'on fasse référence à, je crois que les critères, c'était pas les Polonais, c'était les Italiens et les Français d'origine algérienne. Alors, est-ce que vous, dans votre étude, vous observez en fait qu'il y a quand même un temps de latence plus important qui apparaît pour certaines origines culturelles par rapport à d'autres, en particulier peut-être pour les Français d'origine d'Afrique francophone, enfin d'Afrique noire, comme on dit couramment? Alors, la réponse va être longue, mais ça me permet d'avancer un peu dans l'exposé. Voilà le problème. On entend régulièrement dire que c'est de l'assistanat, ils viennent en France pour toucher les allocations familiales, gréver le budget des hôpitaux, enfin bon. Ce qu'on voit parmi les Français issus de l'immigration, mais alors là c'est sur toute immigration, c'est une culture de la réussite extrêmement forte. C'est-à-dire quand on leur demande réussir, enfin travailler dur pour réussir, c'est important dans la vie de tous les jours, ils sont environ 80% à répondre ça. Quand ils sont d'origine maghrébine, africaine et turque, et immigrés naturalisés, première génération née en France, deuxième génération née en France. Autrement dit, cette culture de la réussite, elle se transmet de génération en génération. Et cette culture de la réussite, elle est plus forte que celle de la population française en général, qui est autour de 55% à répondre à ça. Donc vous voyez, 80%, 55%. Et ça se retransmet notamment dans l'attitude à l'égard de l'école. Il y a un attachement. C'est l'institution qui suscite le plus de confiance parmi les Français issus de l'immigration. Et c'est une institution qui également entraîne un surinvestissement. Pour vous donner un exemple, actuellement, on mesure l'autoritarisme des personnes interrogées sur une question très traditionnelle du CEVIPOF depuis 1978. Est-ce que pour vous, l'école doit inculquer l'esprit de discipline ou l'esprit critique? Et ça permet de distinguer entre les autoritaires et les post-matérialistes. Bruno en reparlera tout à l'heure. Sur nos Français issus de l'immigration, ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire qu'on a des gens qui vont dire le sens de la discipline, non pas parce qu'ils sont autoritaristes, c'est-à-dire autoritaristes, fermés, peine de mort, etc. Non, parce qu'ils veulent que leurs enfants réussissent. Donc pour eux, l'école, c'est le sens de la discipline. Et résultat, et là il y a quand même énormément d'enquêtes qui le confirment. Il y a celle de Jean-Luc Richard qui est parue l'année dernière, il y a celle de Louis-André Vallée et Jean-Paul Caille qui date de 96, donc qui portait sur les années 90. Il y a les données dont je dispose, et ces différentes enquêtes, soit Éducation nationale, soit INSEE, soit donc CEVIPOF ou un conservatoire interrégional du politique, disent la même chose. Il y a un taux de réussite scolaire extrêmement bon de la part des enfants de l'immigration. Et ce taux de réussite scolaire, en fait, pour bien le comprendre, on est obligé de regarder l'origine sociale des personnes interrogées. C'est-à-dire que oui, les Français globalement réussissent mieux que les personnes d'origine étrangère, mais parce que parmi les Français, vous avez quand même beaucoup plus de cadres, de professions intermédiaires, de classe moyenne, que dans la population des Français d'origine étrangère. Quand on compare cette fois-ci à statut social des parents égal, il y a même une meilleure réussite des enfants de l'immigration que des enfants d'ouvriers sans ascendance étrangère. Pour vous donner juste une idée, dans une des enquêtes auxquelles j'ai eu accès, nos enfants de l'immigration maghrébine africaine, on compte 48% de bacheliers.
Non, c'est 54% de bacheliers. Parmi les personnes d'origine ouvrière sans ascendance étrangère, c'est 48%. On compte 29% de bac plus 2 parmi nos enfants d'ouvriers d'origine maghrébine et africaine, contre 24% parmi les enfants d'ouvriers sans ascendance étrangère. Et vous voyez, cette réussite-là, elle tient en fait notamment qu'il y ait cette culture, cette réussite scolaire, elle tient en fait qu'il y ait une culture de la réussite derrière, qu'il y ait une volonté de s'en sortir et de s'en sortir par l'école. Et c'est quand même extrêmement fort. Et on retrouve ça aussi dans les autres immigrations. Maintenant, il y a un problème, et qui est réellement spécifique aux personnes d'origine maghrébine, africaine, et on peut rajouter les personnes nées dans les dom-toms. Vous savez qu'il y a énormément de débats autour des statistiques ethniques. On dit que c'est pas républicain, ce que je peux concevoir tout à fait. Le problème est que dans la tête d'un certain nombre de Français, ces catégories, elles existent. Et on le voit bien, donc rappelez-vous ce que je vous ai dit, réussite scolaire finalement bonne, voire meilleure, quand on contrôle l'origine sociale. Eh bien, malgré cette réussite scolaire-là, on a un taux de chômage 2 fois plus important quand on est issu de l'immigration. Là, je réfère à Jean-Luc Richard qui travaille sur les 20-29 ans. Vous êtes sans ascendance étrangère, votre taux de chômage moyen est de 15%. Vous avez au moins un parent d'origine algérienne, votre taux de chômage est de 29%. 15 à 29%. Et ce n'est pas une question de formation. Autre exemple, là c'est plus mes dadas à moi. Vous êtes d'origine maghrébine ou africaine, vous avez un bac plus 2, vous avez moins de chances d'avoir un CDI. À l'âge de entre 20 et 25 ans, vous avez moins de chances d'avoir un CDI que quelqu'un sans ascendance étrangère qui a juste un BEP. Par contre, si vous êtes sans ascendance étrangère et bac plus 2, vous avez le meilleur taux de réussite et d'insertion sur le marché de l'emploi. Donc vous voyez bien qu'il y a quand même quelque chose qui se passe. Les œillères ethniques, elles existent. Alors il y a différentes logiques derrière. Ça ne veut pas dire que tous les chefs d'entreprise sont racistes et discriminent. Il y a plein d'explications possibles et imaginables. Mais quoi qu'il en soit, ça crée un problème. Ça crée un problème et ce problème, on le retrouve sur le marché du travail, on le retrouve sur l'accès au logement, on le retrouve sur, plus anecdotique, l'entrée dans les boîtes de nuit, mais ça fait beaucoup quand même. Oui, excusez-moi, Thierry Luc Bull, CHU de Clermont-Ferrand et Hôpital de Rion. Vous avez parlé de cette majorité silencieuse, très silencieuse, voire trop silencieuse, qui est sous-représentée, qui n'est pas représentée. Moi-même, personnellement, mon fils est fiancé tout à fait à une personne d'origine musulmane qui est exactement dans le profil que vous dites. Grosse réussite sociale, grosse réussite scolaire, et pas de pratique religieuse, mais une observance, par contre, des rites religieux, et qui n'est pas du tout, et on en parlait très clairement, qui n'est pas du tout représenté, qui se sent complètement, vous parlez du CFCM, effectivement, cette prise de parole est complètement monopolisée, et on pourrait s'interroger sur les dessins du ministre de l'Intérieur de l'époque quand il a créé le CFCM, et j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Quel est le début de structuration, justement, qu'il est possible d'avoir de cette majorité silencieuse qui pourrait s'exprimer à travers, je ne sais pas trop quoi, une association, un groupe, pour pouvoir exprimer cette réalité? Mais je crois qu'on a un vrai problème justement de penser de la diversité et c'est classique, c'est le problème politique classique qui est de représenter un groupe, de réussir à savoir ce qui se passe dans un groupe. Vous voyez bien comment les maires réagissent face à la population d'origine étrangère. Ils vont passer par les autorités religieuses parce que c'est quasiment un réflexe. Et c'est pas forcément le bon créneau. Ils peuvent passer par les associations. Alors tout le problème des associations, c'est dans quelle mesure sont-elles représentatives de l'ensemble de la population qu'elles cherchent à représenter. Car après tout, aujourd'hui, en fait, tous les débats sur l'intégration, on entend énormément les associations, mais il y a des associations très différentes. Les indigènes de la République ne sont pas du tout comme France Plus ou SOS Racisme. Donc, au bout d'un moment, il y a un vrai problème de représentativité des représentants. Et je crois qu'on ne peut pas s'en tirer en fait sans un vrai renouvellement de la classe politique. Et
Et là, il y a en fait une fenêtre d'opportunité incroyable. C'est-à-dire que on est dans un tel rejet, la France est dans un tel rejet de sa classe politique traditionnelle. Tu me dis si j'empiète sur tes trucs, hein. Mais vous voyez, ce côté, le député masculin, 58 ans en général, ayant au moins des études supérieures, voire ayant fait Sciences Po, 14% des députés élus en 2002 ont fait Sciences Po, ça représente 0,08% de la population en général, hein. On n'est que 53 000 à avoir fait Sciences Po. 0,08%, mais 14% à l'Assemblée. C'est quand même pas mal, hein. On est bien représenté, il n'y a rien à dire. Mais donc, vous voyez, il y a un tel rejet de cette classe politique que, résultat, les Français considèrent qu'avoir des femmes c'est mieux, avoir des jeunes c'est mieux, avoir des personnes d'origine populaire c'est mieux, et même avoir des immigrés. On est dans une logique de crispation à l'égard de l'immigration en ce moment, mais vous avez encore une majorité des Français qui diront « ouais, non, ça peut être une bonne chose pour la vie politique en France ». Donc, il y a la possibilité d'ouvrir cette classe politique et passer par avoir des élus, avoir des personnes qui représentent à la fois la diversité, mais la France en général, mais c'est peut-être le moins mauvais moyen de comprendre cette population. Et là, je réfère aux États-Unis. Alors, c'est vrai qu'il y a plein de choses qui ne vont pas aux États-Unis, mais vous savez que un Afro-Américain élu au Congrès, alors certes, il va voter aussi pour sa communauté. Il y a ce que les Américains appellent le Black Caucus, qui rassemble les Afro-Américains élus démocrates et républicains pour parler des problèmes de la communauté afro-américaine. Mais quand vous regardez ensuite la manière dont ces représentants votent, mais ils ne votent pas que en fonction de la communauté d'appartenance supposée. Ils votent aussi pour l'ensemble de la société. Ils ont aussi des idées sur la sécurité sociale, des idées sur la défense, sur la guerre en Irak. Et dans ce genre de cas, dans les enjeux plus nationaux, ils ressemblent énormément à leur parti. Donc c'est pas parce qu'on est noir qu'on va nécessairement parler que des noirs. Bien au contraire, on peut s'adresser à l'ensemble de la population. Donc, et on le voit bien, en fait, on avait fait une expérimentation avec Sylvain, on se rend compte que les Français ne sont pas forcément contre le fait de voter pour quelqu'un issu de l'immigration. Ça peut même être positif pour l'UMP, par exemple. C'est-à-dire que oui, il y a une partie de l'électorat fermé de l'UMP anti-immigré qui ne voterait pas pour ce candidat, mais d'un coup, l'UMP récupère au centre. Donc c'est du donnant-donnant, d'une certaine manière. Donc voilà, et il me reste combien de temps ? Il reste 10 minutes. 10 minutes, ça va. Question incluse, puisqu'on a fusionné un peu la phase exposé et questions. Y a-t-il des questions avant que je m'y remette ?